Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. Aujourd'hui, un plateau consacré à la transition énergétique. J'ai le plaisir d'accueillir deux acteurs de cette fameuse transition. Guillaume Exbraya, vous êtes président de la société Diagamter, et Olivier Gaudin, président de l'entreprise Solissar. Alors vous, vous occupez du diagnostic immobilier et vous apportez des solutions, en tout cas une solution. Vous êtes spécialisé dans le chauffage solaire et thermique solaire. Alors, ça veut dire que, en gros, vous avez des choses, évidemment, à vous dire. Vous êtes en quelque sorte complémentaires. Première question, et je mets un petit peu les pieds dans le plat. Pour démarrer, compte tenu de l'environnement géopolitique, du calendrier français et européen, est-ce que cette fameuse transition, c'est toujours absolument une priorité absolue, votre point de vue ? Écoutez, oui, je tiens à rappeler, le gouvernement vient de publier un document très intéressant qui concerne la politique d'adaptation de la France au climat en 2100. On annonce plus 4 degrés. Donc, plus que jamais, l'évolution du climat n'est pas dépendante de la guerre en Ukraine, ni des problèmes au Moyen-Orient. Donc, le sujet... Ça, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Tous les jours, l'actualité voit arriver des sécheresses, des inondations, des orages, des glissements de terrain. Donc, le sujet est là. Et le bâtiment, puisque c'est le bâtiment dont on s'occupe, qui représente 40% de la consommation d'énergie en France, ne peut pas faire l'impasse sur cet effort. Donc, oui, bien sûr, on est sur le sujet. Olivier Gaudin, votre diagnostic par rapport à cette équation, ce calendrier, il y a un rendez-vous en 2030, il y en a un autre en 2050, et vous êtes en mesure d'apporter des solutions. Tout à fait. Ouais. Le diagnostic, il est clair. On émet de plus en plus de CO2, de plus en plus de particules. On n'en parle pas assez, mais c'est responsable de 40 000 morts. C'est 15 fois plus que les morts sur la route. Donc la pollution de l'air, la raréfaction des ressources. Et donc on est sur les prix de l'énergie qui vont augmenter chaque année. Et donc une nécessité pour le pouvoir d'achat des Français, mais aussi pour la souveraineté énergétique de notre pays. Et pour la planète. Et pour la planète, d'évoluer. Alors, Diagamter, vous allez nous expliquer exactement ce que ça recouvre, votre métier. Vous accompagnez, d'une certaine façon, la rénovation énergétique, parce que vous faites des diagnostics immobiliers dont on a tous aujourd'hui besoin si on veut vendre, si on veut louer. Oui, alors, Diagamter, c'est un réseau de franchise en diagnostic immobilier. Vous êtes franchiseur, il faut bien le rappeler. Nous sommes franchiseurs, voilà. L'année dernière, on a fait à peu près 80 000 dossiers de diagnostic immobilier dans le cadre de vente, donc on représente à peu près 10% du marché des ventes immobilières, si on est par le marché très importante. Et on intervient à la fois pour le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, et pour les monopropriétés, on va dire les maisons et les immeubles entiers, quand le DPE a une note E, F et G, il faut faire un audit énergétique qui est un acte plus détaillé. Donc on intervient et pour le DPE et pour l'audit énergétique. Donc on est en plein dans la problématique. Olivier Gaudin, dans votre métier, donc vous apportez, on l'a dit tout à l'heure, vous vous êtes exprimé, vous apportez en tout cas une des bonnes solutions, appelons ça comme ça. Il y a eu les problèmes d'immobilier, de crise du bâtiment, crise un peu du logement, même si ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Vous, dans votre activité, vous avez subi un peu cet impact-là ou pas vraiment ? Alors on l'a subi doublement parce que la baisse de la construction neuve, c'est autant d'opportunités en moins d'installer une solution. De même, la baisse de l'achat de biens existants, c'est à chaque fois des cuisines ou des systèmes de chauffage qui étaient des opportunités d'activité en moins. Néanmoins, si je regarde les 4 années de crise qu'on a vécues, Covid, crise en Ukraine et autre chose, on est sur Solissar, en tout cas, a fait x2,5 sur son chiffre d'affaires. Et donc, ça montre qu'il y a des bonnes solutions. Plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous estimez d'ailleurs l'un et l'autre, je pourrais poser la question également, est-ce qu'il y a une prise de conscience qui est aujourd'hui beaucoup plus forte de la part tout simplement du particulier ou du syndic d'une entreprise pour arriver à faire des économies et à protéger encore mieux notre environnement ? Alors oui, il y en a deux. Il y a le prix de l'énergie qui ne cesse d'augmenter. Et donc aujourd'hui, les solutions dont on va évoquer ont un bon retour sur investissement et qui s'améliorent chaque année. Et puis, il y a des critères de la loi qui impose de ne plus pouvoir louer des biens trop énergivores ou fixer des prix. On ne peut plus les augmenter. Et donc tout ça, c'est donc des contraintes qui sont autant d'aides. Vous dites contrainte, vous avez même prononcé le mot on impose. Cette fameuse DPE aujourd'hui peut empêcher éventuellement de louer pour des biens classés G en énergie. Vous l'avez abordé. Absolument. Ça, c'est quand même
dans les métropoles, en tout cas, c'est compliqué, mais pas seulement. C'est compliqué socialement, et pour rebondir sur la question que vous avez posée, oui, les Français sont de plus en plus conscients. Aujourd'hui, par exemple, le DPE, c'est le diagnostic roi pour les diagnostiqueurs, sachant qu'on fait également pas mal de diagnostics pour chercher la sécurité électrique, le gaz, la recherche d'amiante, de plomb, qui sont des éléments très importants pour la santé et la sécurité. Mais depuis 5-6 ans, les gens sont omnubilés, on peut le comprendre, par le DPE. Et donc, la consommation énergétique... Et on peut y arriver par la contrainte, justement. Vous pensez que c'est la bonne approche? Écoutez, c'est difficile. Alors, moi, je suis diagnostiqueur, donc si je vous dis qu'il faut la contrainte, je serais mal... En fait, nous, on fait des diagnostics, et je pense que c'est aux politiques de tracer la trajectoire des contraintes qui en découlent. Qu'est-ce qu'on voit? On peut quand même regarder les chiffres. Le parc de logements en France, c'est à peu près 37 millions de logements. Il y en a à peu près 15% qui sont classés F et G, donc c'est un parc de logements qui est très important. Et à l'instant où on se parle, donc on est en janvier 2025, les logements... Mars 2025, oui. On est en mars 2025, excusez-moi, mais les logements classés G, aujourd'hui, ils sont interdits à la location, et ça représente à peu près 6% du parc. Donc, si on appliquait la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui en vigueur, vous avez à peu près 6% des gens en location dans des passoires énergétiques qui seraient en situation de dire, mon logement est frappé de non-décence, puisque en fait, il n'y a pas d'interdiction de louer, il y a un critère de décence. Et donc, socialement, ça pose des questions. Le gouvernement en est conscient depuis 1 an et demi. Je pense qu'il y a des travaux, des réflexions pour changer ça, mais le contexte politique, l'absence de majorité rend tout ça très difficile, et donc je pense qu'il y aura probablement des adaptations qui se feront. Il y a plusieurs axes possibles, mais à l'instant où je vous parle, impossible de dire sur quoi ça se joue. Olivier Gaudin, des immeubles ou des habitations classées effectivement G, comme ça, vous seriez à même de leur proposer votre solution, et est-ce que vous pouvez les accompagner? Oui, alors tout à fait. Donc, comment ça se passerait très concrètement? Voilà, donc en fait, dans les solutions qu'il y a pour rénover énergétiquement, il y a soit on change d'énergie, mais ça va pas changer, on va consommer des kilowattheures qu'on va remplacer par d'autres. C'est pas tellement une bonne solution pour gagner des étiquettes énergétiques. Et les meilleures solutions, c'est celles qui sollicitent moins les chaudières. Il y en a que 2, c'est l'isolation et le solaire. C'est 2 solutions qui permettent de moins solliciter. Et nous, notre solution, c'est le solaire. Et donc, dans le chauffage solaire, dans l'eau chaude solaire, on va permettre de réduire énormément les consommations d'énergie, et avec un intérêt, c'est que ça coûte moins cher que l'isolation. Ça fait partie des... Au moment de l'utilisation, ça suppose un investissement quand même. Ça suppose un investissement qui est moindre. On peut le chiffrer, bon, tout dépend de la taille de l'habitation, etc. Oui. Mais quelqu'un qui effectivement a un mauvais DPE, ça veut dire que vous êtes au courant, il vient vous voir. Comment ça se passe très concrètement après? Comment vous l'accompagnez? Donc, cette personne va voir soit un diagnostiqueur, soit un chauffagiste, selon les cas, et il va avoir donc des préconisations d'installer des solutions qui sont adaptées à son habitat. Et donc, c'est là que nos 2 entreprises interviennent. Donc, nous, on apporte une solution qui va permettre de réduire entre 2 et 10 les consommations d'énergie. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des solutions en fait, qui sont rentabilisées tout de suite, parce qu'il y a aussi la valeur verte, c'est-à-dire la valeur d'un bien à la vente. Et quand on gagne une étiquette énergétique, eh bien l'habitat se valorise mieux. Et donc, je vais prendre l'exemple d'un chauffage solaire, ce que je connais bien, est rentabilisé dès son installation. Donc on est sur des solutions qui permettent de à la fois gagner sur le pouvoir d'achat, parce que chaque année on va faire des économies. C'est des investissements qui sont rentables, c'est-à-dire qu'on peut emprunter, si on n'a pas la somme, sur 15 ans, on a le droit, c'est éligible au prêt à taux zéro, et l'économie financière, l'économie d'énergie est supérieure au remboursement d'emprunt. Donc on gagne en pouvoir d'achat dès la première année. Donc il y a des solutions qui sont bonnes, qui sont rentables, et c'est notre rôle. Guillaume Exbraya, j'imagine que vos clients, finalement, ils sont demandeurs de solutions. Vous vous occupez évidemment du diagnostic, mais est-ce que dans la pratique, est-ce que vous sentez qu'ils disent, effectivement, moi je suis mal classé, comment je pourrais faire pour m'améliorer? Alors, vous entendez ce discours. Alors, on l'entend, et ce qui est intéressant, c'est justement, on voit émerger des demandes sur de nouveaux services qu'on fait qui sont un peu autour du diagnostic, puisque nous, quand on fait un DPE, c'est lié à une vente. Donc, on fait le DPE pour le vendeur. Oui. Souvent, c'est l'acquéreur qui, achetant, va faire des travaux, et nous, on ne sait pas l'acquéreur ce qu'il va faire. Mais de plus en plus, on voit des acquéreurs ou des gens qui ont des projets de travaux qui viennent voir un diagnostiqueur et qui nous disent, voilà, j'ai un devis d'un artisan, d'un chauffagiste, etc., qui propose telle et telle solution, quel est le gain
quelle est l'étiquette DPE que j'aurai si je le mets en œuvre. L'intérêt de faire un diagnostiqueur, c'est que nous sommes indépendants et que au moins on n'a pas de conflit d'intérêt sur le fait de dire est-ce que l'étiquette projetée à l'issue des travaux, elle est optimisée ou pas. Et nous, on est capable de faire ce qu'on appelle les DPE avant et après travaux. Et ça permet comme ça d'éclairer. Et souvent, il y a un dialogue d'ailleurs qui s'effectue entre le client, l'entreprise de travaux, le diagnostiqueur. Et comme ça, on peut dire, voilà quel est le ticket DPE que vous aurez, ce qui crée effectivement de la valeur verte. Olivier Gaudin, ça vous paraît effectivement la bonne méthode de procéder comme ça ? C'est oui, un diagnostic avant, éventuellement, et après travaux. Alors, le diagnostic, il est intéressant quand il y a une obligation, mais il y a aussi d'aller voir son chauffagiste, soit au moment où il fait la maintenance, soit le faire venir, parce qu'il n'y a pas toujours des notions de vente ou de choses. Donc, c'est deux approches qui sont très complémentaires et nécessaires toutes les deux. Guillaume Exbrailla, petite question quand même, elle n'est pas perfide, mais de temps en temps on dit, mais finalement, ceux qui font les diagnostics ne sont pas toujours très sérieux, on parle même de temps en temps de fraude. On en est où de ce sujet-là ? Alors c'est un sujet qui déchaîne la passion dans les médias, qui nous fait beaucoup de mal, je tiens à dire, parce que ça fait du mal au moral de nos équipes. Vous avez dans la profession des diagnostiqueurs quelques agents économiques qui travaillent pas bien, pas de manière honnête. C'est une petite minorité, mais elle est déjà trop importante pour que ça ne pollue pas nos relations avec le marché. Vous avez quand même l'immense majorité des acteurs du diagnostic immobilier qui essaient de bien faire leur travail, de le vendre au juste prix. Je tiens aussi à dire que souvent, les DPE qui posent question sont des DPE aussi qui sont vendus à des prix très bas. Quelle garantie, en fait, vous pouvez avoir face à un client qui veut vendre, à qui s'adresse à quelqu'un qui fait ce diagnostic? Alors, vous avez des garanties réglementaires de compétences délivrées par des certificats de compétences, etc. Tout ça peut être vérifié sur le site du ministère du Logement. Il y a un annuaire des diagnostiqueurs, mais véritablement, moi je vous conseille d'aller voir quelque chose qui peut être des avis clients. Les clients nous notent. Nous, par exemple, on a 38 000 avis clients sur notre réseau et on a à peu près 98% de clients qui sont très satisfaits. Et puis après, pardon de prêcher pour Diagamter, mais aller vers de grands réseaux et de grandes marques, nos enjeux d'image... C'est plus sûr. Je dirais que nous avons des enjeux d'image et d'exigence qui font qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, et c'est vrai pour Diagamter, mais aussi pour nos grands confrères. Et vous avez, je pense, peut-être plus de garanties de sérieux en allant vers des grandes marques, en allant vers des indépendants, où vous avez parfois des gens qui travaillent très bien, mais si vous n'êtes pas expert, vous ne le savez pas, et donc il y a un peu plus d'effet loterie. Mais c'est vrai que les questions de la fiabilité des DPE, c'est un vrai sujet en ce moment. On parlait à l'instant d'effets d'image. Comment, M. Gaudin, on explique aussi que finalement le solaire en France, en tout cas le chauffage thermique et solaire, d'abord on ne le connaît pas très bien et ça n'a pas toujours une très bonne presse parce qu'on imagine, probablement à tort, que finalement ça coûte cher, en tout cas l'investissement. Comment vous expliquez ça ? Il y a un petit défaut de pédagogie, non ? Alors, il y a peut-être un défaut de pédagogie ou d'autres solutions qui sont plus connues en France. Et puis il y a des lobbies, on peut le dire, Tout à fait. Et il y a des lobbies. Non, pour décrire, parce qu'il y a aussi, même dans l'eau solaire, les Français ne savent pas faire la différence entre le thermique et le photovoltaïque. L'avantage du thermique, c'est qu'il n'y a pas de conversion de cette chaleur qu'on reçoit du soleil en électricité, et on produit 3 fois plus d'énergie. Elle se stocke bien dans de l'eau. C'est complètement recyclable. Les panneaux, ils sont fabriqués en Europe. 98% des composants sont européens, 50% en France. La France est même exportatrice nette. Donc c'est une filière ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout. Voilà, qu'on ne sait pas du tout. La rentabilité est excellente parce que justement on produit beaucoup plus d'énergie et donc on est sur une solution complètement méconnue mais qui est 10 fois plus développée dans d'autres pays. Ce fameux système DPE, est-ce que c'est en France? Est-ce que quand on regarde un petit peu nos voisins, parce que les enjeux ils dépassent évidemment les frontières, on est assez exemplaire ou il y a des systèmes différents quand on regarde un peu de l'autre côté? Alors honnêtement, la France, je vous dirais qu'on est pas mal. D'abord, le DPE est une obligation européenne, c'est une directive européenne qui l'a instaurée. La France d'ailleurs a été le dernier pays à mettre dans sa législation cette directive européenne. Il y a des débats actuellement, on travaille avec la Commission européenne puisqu'il y a un nouveau DPE
qu'on nous annonce pour 2026. En tout cas, il y a de nouvelles... on va essayer de faire plus d'homogénéisation. Aujourd'hui, les pays européens ont tous un DPE. Par contre, les systèmes de calcul, les systèmes d'affichage ne sont pas homogènes. Et la commission avec laquelle nous sommes en contact voudrait développer un seul moteur de calcul, puisque la thermique, c'est de la physique. Hein, et donc la physique, qu'elle soit en Espagne, en Allemagne ou en France, c'est à peu près la même chose. Donc il y a des débats. La France est un pays qui est toujours roi de la réglementation. Et sur le DPE... Vous trouvez qu'il y a trop de réglementation dans votre domaine? Non. Alors, on a des réglementations il en faut, elle n'est pas toujours bien faite. Alors, voilà. il y a beaucoup de réglementations, et il faut être clair, sans réglementation et sans... ça serait un peu le désordre. Et voilà, tout ce qui est solaire, etc., également doit être aidé, ça doit être, c'est des filières qui doivent être soutenues. Alors, on sait qu'il y a un moment donné où le salaire a été poussé puis lâché. Donc, on est sur des sujets dans lesquels, si les pouvoirs publics n'interviennent pas, c'est quand même très très compliqué. Mais parfois, la réglementation sur les diagnostiqueurs est pas très bien faite. Elle est trop lourde, notamment sur les compétences. Là aussi, on a des propositions. Mais globalement, pour répondre à votre question, au niveau européen, la France est plutôt bien sur le DPE. On a des bonnes bases de données, on a de bons techniciens, et on va vers une normalisation qui aura lieu dans les 2 ou 3 ans. Le solaire thermique, je parlais tout à l'heure de son image. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics vous aident, vous accompagnent, ou ils se méfient un peu? Quel est votre sentiment? Alors, c'est une filière qui est passée complètement sous les radars. Comment vous l'expliquez, ça? Parce que d'autres... Voilà, parce qu'il y a des lobbies qui sont beaucoup très forts par ailleurs. Donc vous devez absolument mieux faire connaître cette filière. C'est ça, là, c'est un des éléments de réponse. Alors, on est encore en début d'année 2025, l'un et l'autre. J'ai envie de vous avez parlé de vos bons chiffres hein, pour les années précédentes. Votre objectif, j'ai envie de dire prioritaire pour l'année 2025, Olivier Gaudin, ce serait quoi? Nous, ce serait de communiquer pour faire savoir qu'il existe des très bonnes solutions qui permettent de réunir tout ce que cherchent les Français, c'est-à-dire une réduction du réchauffement climatique, des émissions de particules, un gain du pouvoir d'achat, un gain sur la valeur et le truc. Donc on a une solution qui matche tout et qui est méconnue. Donc, notre priorité cette année, ce sera de communiquer, de le faire savoir. D'accord. Et est-ce que, par exemple, dans votre domaine, vous allez embaucher encore? Et je veux dire, puisque bon, là, il y a effectivement des perspectives de calendrier intéressantes. Est-ce que vous avez combien de collaborateurs, par exemple, aujourd'hui, combien demain? Voilà, on a 20 collaborateurs. On a doublé donc en ces 4 dernières années. Et aujourd'hui, on est en train voilà, on gagne des prix de l'innovation, le prix du meilleur équipement au salon Interclimat. Et donc, on a des phares, des projecteurs qui se tournent vers notre entreprise, nos solutions. Et donc, aujourd'hui, c'est de le faire savoir et de le développer. Bon, et vous, Guillaume Exbraia, c'est vrai qu'on connaît, on sait ce que c'est maintenant, le DPE, la plupart des Français savent ce que c'est, mais est-ce que ça suffit, je veux dire, voilà. Oui, alors... Et comment vous voyez, je dirais, cette année? Alors, l'année 2025 se présente plutôt très bien, et je le dis avec un peu de pudeur, puisque 2024, dans le monde du bâtiment et de l'immobilier, c'est une année un peu noire. Ouais. Dans le diagnostic... Là, ça va mieux, hein. Oui, ça va mieux, mais 2024, nous, dans les activités de diagnostic, l'activité a été bonne, puisqu'on a fait le même chiffre d'affaires en 2024 qu'en 2023, et dans le bâtiment et l'immobilier, mon Dieu, c'est déjà bien. Là, on constate sur les premiers mois des taux de croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 15 à 20% sur janvier et sur février. Pourquoi? Parce qu'il y a un surcroît d'activité lié à l'audit énergétique des biens classés E. Hein, je dis tout à l'heure que c'était les F et G, maintenant c'est les biens classés E. Puis un deuxième sujet qui est un relais de croissance dans le diagnostic, c'est les copropriétés, puisque désormais toutes les copropriétés, et ça concerne également la rénovation, ont l'obligation d'avoir un projet de plan pluriannuel de travaux. Pardon, c'est un PPPT. Et la copropriété doit faire établir ce projet pour regarder si elle a la performance énergétique en termes d'isolation et prévoir des travaux. Donc là aussi, ça fait un surcroît d'activité. Donc globalement, on a une bonne année de 2025. Bon, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Passez une bonne journée. Je rappelle que cette table ronde, mais on l'a bien compris, était consacrée à la transition énergétique. Très bonne journée à tous.